Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, pour Boire et Déboire, édition novembre 2024, la dernière de cette année, puisque vous le savez, je parcours le mois qui précède, on est donc en décembre, pour voir ce qui est reçu en décembre, ou ce qui part de ma bibliothèque en décembre, il faudra se donner rendez-vous en janvier. Je viens de vous l'exposer à l'instant, mais le principe de l'émission, pour les nouveaux éventuellement, c'est de passer en revue la totalité des jeux qui viennent de nous parvenir, ou de quitter notre chère ludothèque. Et oui, je dis nous alors que je suis seul, parce que c'est le réflexe de parler pour deux, Xavier et moi-même. Mais non, je suis tout seul sur cette émission-là. Du coup, ce mois-ci, pas mal d'arrivées et un petit départ. Enfin, un départ qui n'est pas forcément petit en soi. Il a pris quand même pas mal de place pendant qu'il était là. Il est parti, ça a libéré quasiment une case de Kallax, c'est pour vous dire. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur un ordre, comment dirais-je, croissant de taille de boîte. Voilà, parce qu'il faut bien trouver un angle. Voilà, j'ai choisi celui-ci, de plus en plus gros en termes de taille de boîte. Pour ces 5 arrivées, la première étant une toute petite arrivée avec un hic. Parce qu'en fait, c'est une boîte qui devait me parvenir en même temps qu'une beaucoup plus grosse boîte que j'attends avec impatience depuis fort longtemps. Et il se trouve que l'éditeur, qui devait m'envoyer les deux en même temps, l'un, la plus grosse des deux boîtes, comme on va dire, récompense pour une review et une expli partie du jeu en question lors de sa campagne Kickstarter. Il y a eu une petite erreur au niveau de la logistique. J'ai reçu la petite boîte que pour le coup j'avais payé, mais pas la grosse boîte qui devrait arriver dans les semaines à venir, mais donc courant décembre. Et du coup, la petite boîte, il s'agit de Dream World. Et oui, vous vous en doutez avec la couverture, c'est le petit jeu dérivé de Unconscious Mind que vous voyez derrière moi. C'est toujours le prototype, ce n'est pas encore la version finale que j'ai derrière moi. Et donc Dream World est un petit jeu de cartes de gestion de main dans l'univers de Unconscious Mind. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 20 à 30 minutes, et ça se joue pour 12 ans et plus, mais en réalité c'est beaucoup plus accessible que ce 12 ans et plus. Je pense que même à 8 ans, je pense que c'est déjà jouable. C'est relativement simple, on va avoir une rivière de 7 clients, nous sommes des psychologues comme dans Unconscious Mind, les premiers, à l'époque de la Vienne de 1905, si mes souvenirs sont bons. Et donc on va essayer de soigner nos patients avec les différentes cartes de rêve, un petit peu à la façon de Unconscious Mind, sauf que les mécanismes n'ont rien à voir et que c'est beaucoup plus simple et abordable. Je l'avais pris parce que le jeu était vraiment très accessible, c'était vraiment pas cher, et c'était en plus de la campagne de Unconscious Mind. Ça partage aussi avec Unconscious Mind la direction artistique avec Vincent Dutray et Andrew Borsley, bien évidemment, le mec derrière Everdell, entre autres. Et du coup, je me suis laissé tenter, d'autant plus qu'il n'y avait pas de VF à l'horizon. D'ailleurs, c'est toujours pas le cas pour l'instant, même si l'éditeur m'a dit que la règle en français sera disponible sur BG pour ceux qui pourraient être intéressés par Dream World. Donc on devrait le tester, je pense, dans les semaines à venir avec Xavier. J'en attends pas grand chose, hein. J'attends beaucoup de choses de Unconscious Mind en version définitive. Dream World, pour un petit jeu d'apéro potentiellement, un petit jeu d'une pause de midi au boulot, pourquoi pas, ça peut être très sympa à voir. En tout cas, la DA est toujours aussi belle. Ensuite, on passe à la seconde boîte, donc un petit peu plus grosse. Il s'agit de, roulement de tambour, de Moon Rollers. En fait, j'aime pas la boîte en blanc, donc je vais vous montrer la boîte en noir, parce qu'en fait, j'ai pris le Pledge All-in Deluxe à minima, et en fait la boîte en blanc contient la boîte originale du jeu qui elle est noire. Simplement dans la boîte blanche il y a aussi un tapis de néoprène et autres éléments de deluxification comme ça, un tapis de dés par exemple, mais Moon Rollers en réalité ça tient là-dedans. Vous aurez peut-être reconnu une partie du nom, et c'est volontairement, je pense, fait pour ça, de par Ivy Studio à qui l'on doit Veiled Fate ou encore Fractured Sky, entre autres jeux. Plus récemment, ils ont pondu une campagne pour un jeu de placement d'ouvriers dans l'espace. J'ai perdu le titre, mais bon, on en reparlera un jour ou l'autre. Moon Rollers, en revanche, lui, c'est une sorte de refonte un peu plus minimaliste de Moonrakers, leur premier jeu et également leur premier hit, qui était à l'origine un jeu de deck building assez innovant avec une très belle DA. Il m'avait longtemps tenté, alors que je suis pas du tout fan des deck building quand c'est le mécanisme vraiment au centre du jeu. La Moon Rollers propose une expérience plus courte, avec des dés pour remplacer un petit peu l'aspect deck building, même s'il y en a encore un petit peu. Toujours dans le même univers, donc science-fiction, c'est pourtant pas mon truc, mais vous le savez, parfois Ivy Studio réussit à me faire apprécier des trucs que je suis pas censé apprécier.
Je commence légèrement à prendre un peu de distance avec Ivy Studio parce que leur communication un peu outrancière, on va dire, un petit peu exagérée, over the top comme on dirait en anglais, commence à me saouler un petit peu, même si je leur reconnais bien des qualités en termes de gameplay, mais parfois ils font un petit peu too much en termes de com et ça me dérange un petit peu. Bon, on verra si c'est juste passager ou non, mais Moonriders, qui propose une expérience plus courte que Moonrakers, dans une plus petite boîte, plus facile à sortir. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 30 à 45 minutes, donc vraiment un jeu très facile à sortir en théorie, et pour 14 ans et plus, avec en plus un petit peu de déluxification, ça fait plaisir à tester assez rapidement. Il y a une complexité qui fait que normalement ça devrait pouvoir se faire assez rapidement à mon avis. Voilà pour les deux premiers, Moonriders et Dreamworld. On passe à la troisième boîte, et là il s'agit d'une extension d'un de mes jeux préférés. On n'a pas encore fait avec Xavier de top sur notre chaîne. Moi ça me titille, j'aimerais bien en faire un à l'avenir, mais pas un top 100 des meilleurs jeux de tous les temps parce qu'on n'a pas joué à tous les jeux, c'est pas possible. Ce sera juste un top, je sais pas, 50 peut-être, des jeux que nous avons joué, Xavier et moi-même, et on se limitera uniquement à ça parce que c'est purement subjectif, et même au sein de ceux auxquels on a joué, ce sera purement subjectif de toute façon. Mais dans, je vous fais un petit spoiler alerte, dans les... je pense dans les 20, voire peut-être même dans les 15 premières places de mon classement, il y aura certainement Ostia. Et donc, réception de Ostia Pirates, l'extension de Ostia. Déjà un de mes jeux préférés, mon meilleur jeu de Uchiba Koya à mon avis, hein, Uchiba Koya, donc Aqua Garden, Biohack, Ostia, et tout récemment Sweetlands, qu'on avait couvert sur la chaîne avec Xavier. Et donc Ostia, mon jeu préféré de Uchiba Koya, un de mes jeux préférés, un jeu de Mancala, vraiment hyper efficace, dont je suis en train de négocier la VF avec un éditeur, on verra si ça se confirme ou pas. Et donc j'étais très curieux quand ils ont lancé la campagne de Pirates, parce que pour moi, Ostia en lui-même, bah, il se suffit à lui-même, et je n'étais pas convaincu de la nécessité d'une extension, mais comme j'adore Ostia, j'étais obligé d'y aller. Et comme j'adore Ostia, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça peut ajouter à ce jeu de Mancala, gestion de ressources qui était vraiment aux petits oignons. Ça va ajouter pas mal de complexité, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, que Ostia c'est un jeu très abordable. Les choix sont hyper cornéliens, donc il y a de la fumée qui sort des oreilles, mais en réalité les règles elles sont très accessibles. Du coup là, Pirates va ajouter justement des pirates, comme son nom l'indique, et donc ça va ajouter 2 plateaux supplémentaires avec des, comment dirais-je, des remplacements pour les lieux où vous pouvez bâtir des monuments. Vous pouviez bâtir des monuments autour de votre port pour aller ajouter des bonus de ressources ou des réductions de coûts pour ce que vous alliez bâtir par la suite. Et bien ces bâtiments-là, vous allez pouvoir les utiliser pour autre chose, pour des effets permanents ou pour des effets instantanés par exemple, et puis aussi il y a donc ces fameux pirates contre lesquels vous serez amené à recruter des soldats, par exemple pour espérer continuer votre route dans le bassin méditerranéen. Donc très curieux de voir ce que va nous proposer comme expérience Ostia Pirates, quels ajouts ça va nous proposer, et est-ce que ça va vraiment changer le jeu en bien, parce que c'est un jeu que déjà en l'état j'adore vraiment énormément. Voilà pour Ostia Pirates. On passe à une autre boîte qui, pour le coup, elle n'est pas une extension, mais véritablement un jeu à proprement parler, à part entière. Il s'agit d'un jeu coop. La boîte est lourde, elle n'est pas énorme, mais elle est très lourde. Un jeu coopératif qui m'avait beaucoup attiré lors de sa sortie sur Kickstarter. C'était le primo éditeur, c'était un primo éditeur, c'était donc ce premier projet. Un jeu coopératif avec une thématique vraiment perchée, c'est le cas de le dire. Et pour ceux qui avaient regardé en tout début d'année notre émission, notre podcast avec Nyx, dans lequel on résumait tous nos bacs de l'année 2023, il figurait dans ma liste bien évidemment, et en direct live on avait vu Nyx qui essayait de le prendre en late pledge, tellement le pitch que je lui en avais fait l'avait convaincu. Je ne sais pas s'il a concrétisé ce late pledge par la suite ou pas, mais on parle ici de Flock Together. Flock Together, jeu coopératif de sélection d'actions, de personnages asymétriques dans lequel on va incarner une poule, un coq, face à différents assaillants qui vont prendre d'assaut la basse-cour, et on va en fait simplement essayer de défendre notre basse-cour avec les différents représentants qui y résident, sachant que la petite originalité, enfin une des originalités au-delà du thème, c'est que chacun des personnages, enfin chacun des joueurs va avoir une sorte de livret à fascicule de personnages,
et votre personnage va être amené à évoluer. Vous allez partir avec un petit poulet et vous allez finir avec un coq hyper baraque, et bien sûr chacun d'entre eux en plus aura ses propres spécificités asymétriques, ses propres pouvoirs asymétriques qui vont pouvoir influencer la suite de la partie. Et en plus de ça, les assaillants eux aussi seront variés. Je crois qu'il y en a 8, 9, 10, j'ai oublié, dans le jeu de base, qui a connu d'ailleurs une campagne pour une extension il y a de ça 2-3 semaines sur Kickstarter également, que je n'ai pas backé parce que j'attends de jouer d'abord au jeu de base, même si j'étais très tenté par le fait de backer, parce que vraiment Flock Together c'est une proposition tellement fandard sur le papier. C'est pour 1 à 5 joueurs, donc oui on peut y jouer en solo comme beaucoup de jeux coopératifs, même si pas toujours. C'est pour 10 ans et plus, jeu encore une fois très accessible en termes de règles. Ça a l'air d'être sur du 2.5, entre 2 et 2.5 sur BGG, donc un truc vraiment accessible. Et pour 25 minutes par joueur autour de la table, donc on va potentiellement tabler sur 1 heure, 1 heure et demie, 1h45 en fonction du nombre de joueurs autour de la table, avec encore Andrew Bosley au pinceau pour ce qui est de la DA de Flock Together, premier jeu de Sea Cow Games que j'ai hâte d'essayer également. Voilà, avec cette jolie petite illustration. Voilà donc pour Flock Together. On arrive maintenant à la dernière boîte qui m'est parvenue dans le mois de novembre. Elle est elle aussi un peu lourde, un peu costaude, avec un format un petit peu atypique, vous en conviendrez. C'est un jeu que j'ai backé il y a fort longtemps. J'ai l'impression qu'il a au moins un an et demi de retard, mais c'est peut-être une impression, il faudra vérifier. C'est un jeu que j'avais backé à l'époque en 2022, si les souvenirs sont bons. Et j'avoue que si c'était à refaire, c'est certainement un de ces jeux que j'aurais pas backé à nouveau. S'il était sorti en 2024, je l'aurais pas backé. La thématique me parle toujours autant. On parle dans l'océan Arctique, quasiment, j'ai envie de dire, à la fin du 19e siècle, si mes souvenirs sont bons, la traversée pour aller chercher le fameux passage du nord-ouest. Ça me parle pas mal aussi, parce que c'était pas loin d'être l'époque où j'avais regardé la première saison de The Horror, qui était une excellente série, enfin une excellente mini-série sur la thématique justement du Northwest Passage, comme on dit en anglais. Et du coup, je pense que dans l'extension, dans la prolongation de cette série, j'avais été un petit peu happé par la thématique du jeu. Encore une fois, jeu coopératif, je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai backé que j'avoue ça m'est un petit peu sorti de la tête. Non, il n'est pas coopératif. Je vérifierai entre temps, je vous mettrai un petit addendum en sous-titre au cas où, mais non, il me semble que c'était un jeu compétitif dans lequel on va chercher à travers la banquise un chemin, et bien sûr il y aura plein d'événements qui vont venir nous impacter les uns les autres. On pourra aussi recruter des tribus inuites pour nous aider dans notre quête par exemple. Il y aura du placement d'ouvriers avec des ouvriers spécialisés qui auront donc des effets différents les uns des autres. Il s'agit de Through Ice and Snow. Je me rends compte que je commence à parler un peu trop du jeu alors que je ne l'ai pas encore montré, donc un petit peu à la bourre, mais donc Through Ice and Snow, jeu de Two Tomatoes, qui a une réputation un peu particulière pour ses traductions. On verra ce qu'il en est pour les jeux en termes de gameplay. C'est la big box, même si elle n'est pas si énorme que ça. Je l'ai mise au-dessus de Flock Together parce que en termes d'épaisseur en revanche et de poids, elle la devance un petit peu. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 45 à 90 minutes la partie, donc encore un jeu relativement facile à sortir, pour 14 ans et plus, avec 3 plateaux connexes qu'on va donc accoler les uns aux autres pour former la banquise de notre partie actuelle. Donc il y aura un petit peu de modularité, on va dire. J'ai cru entendre mon fils se lever, mais en fait non. Non, ça va. Je peux continuer. Et donc on est sur un bien jeu avec une belle direction artistique. Je vous mettrai encore une fois bien sûr quelques petites images en incrustation pour que ce soit un petit peu plus parlant. Mais celui-ci, j'avoue que ça fait tellement longtemps que je l'ai backé que il m'est un petit peu, pas sorti de l'esprit, mais j'ai un tout petit peu oublié pourquoi je l'avais backé au-delà de la seule thématique. La DA qui était assez charmante également. Le matos ça doit être assez clean également, hein, bien sûr. Donc c'est pas le plus urgent je pense dans la pile des nouveautés. C'est pas le premier qu'on va tester, mais je pense que je vais faire quand même assez rapidement pour avoir le cœur net sur les raisons qui m'ont poussé à le backer, et aussi pour voir si Two Tomatoes peut se faire une meilleure réputation que celle qui est la sienne quand on pense aux traductions. Il y a eu quelques petits soucis à ce niveau-là les récentes années. Voilà donc pour les arrivages, hein, Dreamworld, Moonrovers, Ostia Pirates, Flock Together et Through Ice and Snow. Les 5 arrivées pendant le mois de novembre. On en vient maintenant à la seule et unique, comment dirais-je,
je cherche un mot féminin pour remplacer départ parce que je me suis lancé sur la seule et unique, mais j'en trouve pas. La seule disparition de ma ludothèque, la seule annihilation de ma ludothèque, bon, le seul départ de novembre 2025, il s'agit, avec peut-être une grosse surprise pour pas mal d'entre vous, de Dice Throne Adventures. Pas Dice Throne, Dice Throne ils sont encore là, hein. Saison 1, saison 2, pas de soucis, ils restent là. J'ai même backé la récente saison, il n'y a plus d'appellation de saison, mais bon, les 4 nouveaux personnages, je les ai backés également. Ça faisait longtemps que j'ai pas backé de Dice Throne parce qu'avant, Marvel, ça m'attirait vraiment pas du tout. Là, du coup, je suis content. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à vendre Dice Throne Adventures? Donc, le standalone coopératif dans l'univers de Dice Throne, qui nécessite, ceci dit, les boîtes, enfin, au moins une boîte de Dice Throne pour pouvoir être joué. D'autant plus que c'est une expérience que j'aime beaucoup, moi, Dice Throne Adventures. C'est un jeu sur lequel j'ai pris pas mal de plaisir durant les 5, 6, 7 parties que j'ai fait avec Xavier. C'est un jeu en campagne, vous allez explorer un petit façon dungeon crawler, enfin lane crawler, différentes tuiles avec différents niveaux de complexité, avec des ennemis qui vont popper dessus, et vous allez devoir vous foutre sur la tronche sur différents ennemis, et avec un gros boss aussi par niveau, toujours en collaboration avec vos partenaires autour de la table. Et donc c'était très sympa. Le souci, c'est que, il y en a peut-être deux. Pour moi, Dice Throne, c'est essentiellement un jeu de duel, principalement, je le préfère dans ce mode-là qu'en mode coopératif, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir en coop également dessus, c'est pas le souci. Le souci c'est que si j'ai envie de jouer à un coop sur 90 minutes environ, il y a d'autres choix qui vont s'imposer à moi avant que je ne songe à Dice Throne Adventures. Donc voilà, c'est une bonne expérience, c'est un très bon jeu en coop, mais à choisir du coop, je vais plutôt m'orienter vers d'autres jeux que vers Dice Throne Adventures. Et comme il prend beaucoup de place, quand il prenait beaucoup de place, quasiment une case de Kallax à lui tout seul, quasiment, et ben du coup j'ai pris la décision de m'en départir, de m'en séparer pour faire un tout petit peu de place, sachant qu'en plus, si j'ai envie d'y revenir, ce qui n'est pas impossible du tout, Xavier a encore la sienne de copie, donc on pourra tout à fait y rejouer si le cœur nous en dit, donc c'est pas un souci en soi. Et de toute façon, je vous l'ai dit récemment, hein, ma Kallax, je dois l'épurer un tout petit peu, il y a un peu trop en quantité, et c'est assez frustrant de voir que certains jeux ne sortent jamais alors même que ce sont des jeux que j'apprécie. Bien sûr, on va d'abord se départir de jeux qu'on apprécie un petit peu moins ou dont on s'est éventuellement un tout petit peu lassé, voyez-vous. Mais, Dice Throne Adventures, sans m'en être lassé, il sortait pas, et je me dis que si jamais on a envie de le sortir, et ce sera peut-être pendant pas si longtemps que ça, mais avant lui, il y aura plein de jeux qu'on voudra sortir. Il y aura forcément par exemple du Unsettled qui va nous tenter. Il y aura forcément, que sais-je, peut-être du Weirdwood Manor par exemple. Il y aura peut-être Flock Together s'il confirme les premières impressions que j'ai vis-à-vis de lui. Donc bon, autant s'en séparer, on verra si par la suite l'envie d'y rejouer m'assaille, et auquel cas je me pencherai vers mon très cher Xavier pour y rejouer. Voilà. Et du coup, c'est tout, c'est le seul départ de ce mois de novembre. On en voit beaucoup moins que des arrivées, et il va falloir que le rythme s'inverse un tout petit peu pendant quelques temps, parce qu'il faut que je fasse un petit peu de place. Bon, heureusement, hein, vous le voyez, ils sont généralement debout pour que ça fasse un petit peu joli, mais derrière, il y a encore un petit peu de place. J'ai failli faire tomber le truc, je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Je me suis fait mal au poignet. Je suis vraiment une vraie tanche. Mais donc il y a encore un petit peu de place derrière, on le voit. Mais quand même, il faut que je fasse un petit peu de place, parce qu'il y a certaines cases qui sont quand même bien remplies. Bref, avant de me faire une tendinite, je vais arrêter la vidéo ici. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovars, quoi qu'il en soit, pour d'autres émissions. Les menus crowdfunding, vous l'avez vu depuis le début de décembre, ça va aller en se calmant progressivement, parce que le mois de décembre c'est toujours Waterloo, Morne-Plaine sur Kickstarter et GameFound. En revanche, on a d'autres petites surprises prévues pour vous d'ici la fin de l'année et au début de l'année 2025 également. D'ici là, écoutez, merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui encore pour ce pourboire et déboire de novembre 2024. A très bientôt. Bye.